Il suffit d'acheter le Petit Larousse pour savoir que Jean-Paul Riopelle existe et qu'il est peintre. Mais le dictionnaire l'a vieilli de 20 ans, car il est né à Montréal, non pas en 1903, mais en 1923. À 45 ans, donc, Riopelle est ce qu'on appelle un peintre international, un des 10 plus grands noms de la peinture contemporaine, ce qui veut dire aussi un des 10 peintres vivants les mieux cotés. La plupart des grands musées ont acquis de ses toiles. Toutes les expositions internationales d'envergure l'accrochent à leur simèse. Bref, il est tellement célèbre qu'on finit par oublier qu'il est Canadien-Français. Vous êtes Canadien-Français? Catholique libéral. Insistons pas, je n'en demande pas tant. Mais Canadien-Français pur laine. Pur laine, oui. Alors, Petit gars de Sainte-Marie. Petit gars de Sainte-Marie, comme Camille Yaoud. Comme Camille Yaoud. Et, comment il s'appelle, le chef d'orchestre? Pelletier. Wilfrid Pelletier, oui. Elle vient du même quartier. Oui. Mais lui est peut-être né en 1903. Peut-être, oui. Mais en 1903, c'était le dictionnaire Larousse qui a dit ça. Mais il y a un problème, je devrais peut-être faire rectifier. Pourquoi? Mais j'ai un peu peur que s'ils rectifient, ils vont me supprimer. Donc. Non, mort, vous aurez peut-être votre photo à côté de celle de Rimbaud. Et pour le remplacer. Alors, étant donné que vous avez demandé que cette émission se déroule sans public en studio, je vais vous punir en vous demandant de me faire des confidences que vous ne feriez peut-être pas s'il y avait des gens. À cause de la contradiction, peut-être. À cause de? La contradiction. Si je disais quelque chose que quelqu'un n'est pas d'accord. Ah, c'est à cause de ça, ou c'est peut-être à cause d'autres choses qui est de timidité. Ça, c'est fort compréhensible. Vous avez l'air d'un homme extrêmement timide. Mais il faut me faire des confidences. Alors, je vous dis, vous êtes Canadien-Français, pur laine, de Sainte-Marie. Pourquoi vivez-vous en France plutôt qu'à Montréal? Ah, l'occasion a créé ça. D'abord, la France, c'est, à mon sens, l'endroit où j'ai choisi de vivre. J'aurais peut-être choisi... Je reviendrai peut-être à Montréal aussi. Ah bon, alors c'est pas définitif. Ben, rien n'est définitif. Alors pourquoi, en ce moment, je transforme ma question, pourquoi vivre plutôt à Paris qu'à New York? D'abord, il y a une question de langue qui est très importante. Je pouvais assez difficilement m'établir à New York, quoique j'y suis resté assez longtemps. Mais les contacts étaient plus faciles quand même avec les Parisiens. Parce que mes contacts avec les gens ne sont pas basés sur des contacts, comme on pourrait dire, abstraits dans le sens de... Je n'ai jamais cherché à fréquenter que des artistes. Et je préfère fréquenter les gens de la rue. Ah bon? Or, moi, le bougnotte du coin, c'était mon premier ami. Et comme il m'a accepté, et je pouvais avoir des contacts avec lui, ben, on peut dire que le français, pour moi, moyen. Après, il y a eu d'autres catégories de Français qui sont greffés, mais je crois que le contact avec la rue était pour moi une chose vitale. Mais pour un peintre dans le vent, comme vous l'êtes, est-ce qu'il n'est pas maintenant acquis que la capitale de la peinture contemporaine, c'est New York plutôt que Paris? Je ne crois pas. Non, vous ne croyez pas ça? Je ne crois pas non plus qu'il y ait de capitale de la peinture. Il y a des lieux de rencontre de peintres. Si on considère la peinture française en disant c'était Paris, il s'agit de voir que les participants de cette peinture n'étaient pas nécessairement des Français. Au contraire, si on parle à l'école cubiste, en général, on ne peut pas dire que c'était particulièrement des Français. Il s'est trouvé que c'était à Paris qu'ils se sont retrouvés, peut-être à cause tout simplement qu'il y avait Montparnasse ou quelque chose du genre, et que ça leur plaisait. Mais je ne crois pas que ce soit strictement ça. Pour ce qui est de New York, ça soit passé à New York, c'était peut-être une défense de la peinture américaine contre l'avalanche de la peinture française de l'époque où les marchands n'exposaient en particulier que des peintures françaises. Chose curieuse, c'est en général de la mauvaise peinture qu'ils exposaient. Alors, je ne vois pas pourquoi... Enfin, c'est comme ça. Est-ce que vous vivez à Paris même ou en dehors de Paris? Je suis plus souvent à Paris qu'en dehors de Paris. Mais avec le temps, d'abord mon atelier est en banlieue. Où exactement? À Vanves. Vanves, c'est à 1 mille, quoi. Enfin, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est à Paris même, c'est plutôt le banlieue. Mais si je vais aller là où j'ai besoin d'aller à Paris, c'est-à-dire acheter du matériel ou rencontrer des gens, je ne vais jamais, par exemple, vers la rive droite. Parce que j'achète mon matériel à Montparnasse. Ce qui fait que je suis plus près de Montparnasse que les gens qui habiteraient, par exemple, Belleville ou Neuilly.
Alors, avant, c'est votre atelier de peinture. Oui, c'est là où je peins. Enfin, c'est là où je vais, en général, aussi souvent que possible, pour essayer de peindre. J'ouvre la porte, quelquefois, je pars en courant. Je vais ailleurs. En plus, j'ai une fonderie dans laquelle j'ai transformé une partie en atelier. Alors, tout ça, c'est dans le même secteur. La fonderie, c'est évidemment pour vos sculptures, et la sculpture, vous en faites depuis 60, en ce moment-là? Oui, environ. J'en ai beaucoup fait à un moment, mais là, ça a posé certains problèmes. C'est que j'ai voulu faire de la sculpture de plus en plus grande. Il se trouve qu'à une certaine échelle, pour payer les fontes, c'est impossible sans avoir ce qui soit vendu d'avance, quoi. Vous faites aussi de la gravure, en fait, de la lithographie. C'est exact que vous partagez l'atelier de Miro? C'est-à-dire que je ne faisais pas ni litho ni gravure dans le passé, et à cause de ce catalogue derrière le miroir, que mon ami Calder appelle derrière le tiroir, il est exécuté dans une imprimerie dans laquelle il y a un atelier de gravure et un atelier de lithographie qui est situé derrière Montparnasse, d'Enfer Rochereau. Alors on partage. Miro, il y a un atelier. Enfin, c'est l'atelier des artistes de la Galerie Mag. Et Miro l'a employé plus souvent que tous. Mais Miro, comme il habite l'Espagne, quand c'est pas lui, c'est moi qui l'ai. Et comme j'avais beaucoup d'ambition de faire de la litho, de la gravure, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai accaparé. Mais donc, vous ne travaillez pas ensemble. Je veux dire que quand vous sortez, il arrive, ou le contraire. C'est-à-dire que Miro, qui est un bosseur fini, je n'ai jamais vu un type avec autant de dynamisme pour faire... Et il y a 75 ans. Et à 75 ans, je lève mon chapeau. Et il est assez étrange que moi, j'aime beaucoup travailler le matin. Alors, j'arrive avec les ouvriers, et j'adore ça, je peux remettre les choses en route. Et lui, en général, il arrive à 10 heures, au moment où moi, je descends. Alors, lui, il a l'impression que je travaille depuis la veille au soir. Alors, il dit, c'est quand même curieux. Il dit à tout le monde, quel riopelle, quel travailleur. En fait, c'est lui qui travaille le plus. Vous avez dit que tout à l'heure que vous, même vivant à Paris, vous vous considérez encore comme un petit gars de Sainte-Marie, que vous reviendrez peut-être. Vous venez donc de ce quartier donc de Lorimier, dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Et vous êtes né en 1923. Vous avez donc 45 ans. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Non, non, 23. Oui. Je croyais. Est-ce qu'il vous arrive de jeter les yeux de souvenir sur l'enfant que vous étiez? Quelle sorte d'enfant étiez-vous? Je sais pas, il faudrait demander à ceux qui m'ont fréquenté à l'époque. Parce que moi, mes souvenirs sont vagues. Enfin, j'étais probablement, comme tous les enfants de ce quartier, un peu plus renfermé comme j'étais fils unique, et c'est tout. Mais c'était assez vague. Les souvenirs tombent sur des détails. Au fond, je crois pas qu'il y ait rien de particulier. Disons... envoyé de quelques collèges à l'occasion, ou des choses comme ça. Ça, c'est le côté banal. Est-ce que vous étiez bagarreur? Assez, oui. Mais enfin, j'étais assez chétif, contrairement à maintenant. Ah oui? Vous étiez chétif? Alors, le côté bagarreur se résumait à moi, je faisais la provocation et c'est les autres qui se battaient. Ou vous choisissiez des adversaires qui étaient plus malingres que vous? Oui, enfin, c'était sans avoir trop peur des autres, enfin, quand même. Qu'est-ce que faisait votre père? Mon père il travaillait à ses propres propriétés. On dit dans les biographies officielles là, qu'il était architecte. Je crois qu'à l'époque, il s'est occupé d'architecture, c'est-à-dire qu'il a construit. Et il était probablement sorti du Monument national. Et le Monument national ne créait pas strictement des architectes. Mais ça en faisait partie. On était un spécialiste des escaliers, des choses comme ça. C'était plutôt des dessinateurs de plans. Moi, je ne sais pas si à l'époque il y avait une profession d'architecte, vraiment, parce qu'il y a très longtemps. Et la peinture, vous l'avez découverte ou éprouvée vers quel âge?
C'est-à-dire très jeune, mais enfin, comme j'avais... Qu'est-ce que vous appelez Mon très père jeune? aimait beaucoup dessiner, forcément, Oui. parce que c'était comme ça. Et depuis mes plus petites cahiers de classe, souvent, la pomme qui était dessinée était un peu guidée par le trait que mon père en faisait. Mhm. Et j'ai eu, en général, d'assez bonnes notes en dessin, comparativement aux autres choses. Remarquez que ça ne prouve rien parce que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelque temps des dessins de Bordua. Quand il était à l'école, lui, il avait de très mauvaises notes. On lui mettait 4 sur 20, des choses comme ça. Mais vous aviez des bonnes notes. Bon, peut-être que ça avait évolué un peu. Et non, mais je pense que c'est plutôt par comparaison. C'est-à-dire que mes notes en autre chose étaient tellement mauvaises qu'on m'attrapait avec le dessin. En fait, à partir de là, on m'avait donné comme professeur M. Bisson, qui était professeur de dessin dans les écoles. Les écoles de la commission des écoles. Commission, Ouais. qui m'avait pris sous sa charge et qui était un merveilleux professeur, pour la bonne raison que lui, il faisait son tableau, si c'était un tableau dans son coin, et il me laissait faire la mienne de mon côté. Mhm. C'était assez merveilleux parce qu'il aurait pu complètement... la correction venait par la suite et très, très libre. Et c'était une bonne raison pour passer le samedi et le dimanche en paix. Mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé à vous intéresser à dessiner et à peindre? Vous aviez dit tout à l'heure C'est-à-dire très que jeune. ma passion, c'était de faire de la peinture. Mhm. Alors, j'en faisais de plus en plus, jusqu'au moment où vraiment il y a eu les, si on pourrait dire, les écoles un peu plus élevées et Polytechnique, où j'ai un peu cessé d'en faire. Vous êtes allé à Polytechnique? Oui, j'ai fait Pourquoi vous êtes allé à Polytechnique? Parce que j'aimais les mathématiques. Ah bon? Et vous les aimez encore? Mais oui, mais c'est très difficile d'avoir en même temps la mémoire. C'est pas les mathématiques qui manquent, c'est la mémoire maintenant. Il y a des ordinateurs pour ça, des cerveaux électroniques. Et vous êtes allé aussi à l'école du meuble, je crois. Mais ça, c'est Oui. en sortant de Polytechnique? Oui. Enfin, vous n'avez pas terminé les Non, j'ai études pas à terminé. Polytechnique. Polytechnique, j'ai fait. Je suis allé à l'école du meuble, où là... Pourquoi à l'école du meuble plutôt qu'à l'école des beaux-arts, disons? Là encore, les beaux-arts, j'y suis passé quelques séances. Ouais. Et j'ai été un peu déçu. Ouais. Par Parce quoi? qu'on faisait que copier des plâtres. Et comme j'avais été assez habile et que je savais ça, je n'avais besoin que d'aller une séance par mois pour aller faire un concours que le lendemain passait. Et ça n'avait pas beaucoup de réalité pour moi. Je n'allais pas attendre toutes ces années pour aller finir en peinture où déjà j'en faisais depuis longtemps. Je peux dire j'étais un peintre académique. Et à ce moment-là, j'exposais pas, mais j'avais des toiles où il y avait des salons, comme des salons du printemps, où en tant que peintre académique, on m'acceptait. C'est chose curieuse, après on a accepté l'autre genre de peinture qui était, pas l'autre genre, mais enfin un peu plus consciente. Mais l'école du meuble, alors, qu'est-ce qui vous a attiré là? Est-ce que c'est la personnalité de Bordua? Non, Bordua, je ne le connaissais pas quand je suis rentré à l'école du meuble. Ah, vous ne le connaissiez pas avant? Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré à l'école Au du meuble? contraire, l'idée de passer à faire de la décoration, des choses comme ça, un peu plus... C'est un concours de circonstances qui m'a amené à l'école du meuble. Et là, au contraire, la façon de voir l'art de Bordua me choquait plutôt. Ah bon? Oui. Donc, le premier Et contact j'étais avec Bordua plutôt n'a pas été... Oh non, c'était plutôt... J'étais le provocateur. Quoi. Et comment réagissait-il, lui, à votre provocation? Mais c'est là son grand point, c'est qu'au lieu de m'éliminer, au contraire, il a vu que mon antipathie pouvait tourner à autre chose. Et comme il était un parfait guide, ça n'a pas pris l'année pour que je change mon fusil d'épaule. Parce que, à mon sens, pour moi, la peinture dite moderne, je vais aller très loin. Les impressionnistes, par exemple, étaient des tricheurs. Ah? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils étaient des tricheurs? Parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'on voyait. Et moi, mon ambition, c'était de reproduire ce qui était devant soi. Et ça, c'est aller très loin. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'avais un peu lâché
l'idée de faire des tableaux et des choses comme ça. C'est que avec ce peintre, qui était mon professeur Alain Bisson, on arrivait, en voulant faire strictement ce qu'on voyait, avec un œil plus averti, à faire des choses que les autres ne voyaient pas. C'est-à-dire un reflet d'une chose dans une chose. Alors à ce moment-là, il n'avait plus de sens. Notre idée de copier, puisque ce qu'on copiait nous, à notre œil, et les autres ne pouvaient pas le voir. Mais ça n'allait pas jusqu'au point de penser que les impressionnistes trichaient pas eux. Mais le grand tournant de ça, c'est qu'il y a eu pendant, je crois, la guerre, une série d'expositions européennes qui étaient envoyées en Amérique pour les protéger. Et il y avait eu une exposition de peinture hollandaise et je crois une exposition de peinture française qui était au musée de la rue Sherbrooke. Or, moi, passionné de peinture, j'y suis allé. Les choses étranges, les Rembrandt que je connaissais, les Tintoret que j'adorais, et en général, celles que j'avais vues, c'était en reproduction, donc sans beaucoup de rapports sensibles. Et en plus, je peux dire qu'il y avait un certain nombre de faux parmi ceux que j'avais vus en réalité. Et là, dans cette exposition de peinture hollandaise, où j'ai dû aller au moins 50 fois, et il y avait des salles qui succédaient et ça finissait sur Van Gogh. Et je me suis en y allant, je me suis aperçu que Van Gogh, que je n'avais en fait vu qu'en reproduction et en passant vite, était la suite des autres. Et à partir de là, tout mon monde et tout mon jugement était renversé. Et c'était la même chose pour la peinture française, qui, je crois, une exposition de peinture française qui est venue à cette occasion. C'était en 42, je crois. L'occasion de... Oui, 40 ou 42, quelque chose comme ça. Et ça m'a donné, ça m'a renfermé en plus dans l'idée de m'occuper moins de ça. Quoique, à chaque fois que j'allais en vacances, et encore le coup des samedis et dimanches, je partais avec ma boîte à pouces et je peignais. Et est-ce que c'est à travers Bordua que vous avez rencontré le vieux peintre de Saint-Hilaire, Ozias Leduc? Oui, c'est avec Bordua au départ, puisqu'il était de Saint-Hilaire et j'allais chez Bordua très souvent. J'ai même habité chez lui pendant un hiver. Et on avait peu de contacts artistiques. Bordua et moi, on allait à la pêche si c'était l'été. En hiver, on s'occupait de bricoler. Et à ce moment-là, je crois même que Bordua ne peignait pas beaucoup. Il y avait un passage à vide, j'imagine, et on parlait de tout et rien, et on allait voir Ozias Leduc, qui était un personnage absolument étonnant. Mais le Duc était un peintre figuratif, si on veut employer des expressions. Oui, mais c'est pas pour ça que moi, il m'intéressait. Pourquoi vous intéressait-il? Par sa personnalité et aussi parce que les tableaux étaient un charme, mais c'était pas. C'était le peintre de Saint-Hilaire, c'était le type extraordinaire qui a la table en chêne qui était dans son studio, c'est lui qui avait planté le chêne. Il n'était pas pressé. Il n'était pas pressé. Et sa façon de peindre était la même. Il commençait un tableau avec les saisons. Ça avait un aspect un peu étrange, un peu même très brouillé. Les feuilles poussaient, ils mettaient des feuilles. L'été venait, l'automne venait, les feuilles tombaient, ils mettaient de la neige. Et finalement, en l'espace d'un coucher de soleil, c'était le coucher de soleil de la chose qui était merveilleux. Donc, il pouvait travailler sur une toile comme ça pendant un an? J'imagine qu'il a dû travailler plus longtemps que ça sur certaines toiles. On sait que quand il faisait poser des gens, les gens allaient poser jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus y aller parce que ça faisait 300 fois et ils ne comprenaient pas pourquoi c'était... Il vieillissait pendant ce temps-là. Mais en fait, c'était une façon, justement, en vieillissant, je crois qu'il cherchait à comprendre la vie qui l'entourait. Et c'est en cherchant cette vie qui était en mouvant transformation dans les choses, dans les objets, qui est arrivé à être, à mon sens, un des grands peintres. Parce que les autres n'ont pas cherché exactement ça. Et beaucoup de peintres ont peint comme les peintres de sa génération, ou dans un monde strictement comme le groupe des Sept ou d'autres peintres de l'époque, en fonction de la peinture en évolution comme ils l'entendaient eux. Mais lui, c'était le personnage qui travaillait dans le sens du contact direct avec sa sensibilité à lui. Pour en venir à Bordua,
Une fois que vous êtes devenu son ami, je crois, vous étiez un, Oui, un on ami était de très Baudelaire. Est-ce qu'il a exercé sur vous une influence au niveau de la peinture ou au niveau des idées? Au niveau de la peinture, je ne crois pas que Bordua a voulu implanter une influence. Il cherchait plutôt à rendre les gens plus libres et se trouver eux-mêmes. Et c'était un des avantages de ce groupe, s'il y avait groupe, de ces peintres, c'est qu'il n'y avait pas question de dire on est pour l'abstrait, on est contre l'abstrait, on est pour une forme géométrique ou non géométrique. Pour nous, c'était dans n'importe quelle forme une possibilité, à condition qu'elle touche. Évidemment, on pourrait penser que dans certaines formes, ça ne pouvait pas arriver à l'épanouissement. Mais l'intérêt qu'on avait, c'était de trouver cet épanouissement, cette unité, à travers n'importe quel. Alors donc, il ne pouvait pas y avoir une méthode de peindre. Mais vous et ceux qui faisaient partie du groupe à l'époque, je pense à Gauvreau, à Barbeau, à Leduc, Ferron, vous intituliez les automatistes. Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire? Le mot automatiste est venu par la suite. Ouais. Ça n'a pas été intitulé automatiste au départ. Mais quand c'est venu par la suite, là, ça correspondait à quoi, être automatiste en peinture? Ça devait sûrement constituer à l'idée qu'on avait fait des expériences de libre dans un atelier on dit un hangar, si on veut dire, où on s'était retrouvé Mousseau avec ses problèmes, Barbeau avec ses problèmes, et moi avec eux, avec un troisième problème absolument complexe, c'était celui comment trouver les moyens de peindre et avoir l'argent pour peindre. Et comme on n'avait pas de moyens pour acheter de la couleur et des pinceaux à profusion, on a décidé de peindre au ripolin. Alors évidemment, il y a des coulures, il y a tout ce qui s'ensuit, et on peignait ensemble. Alors il n'y a aucune gêne, c'était plutôt une méthode de se retrouver sans croire au chef-d'œuvre, quoi. Et finalement, il est arrivé un tournant que probablement tout le monde sait, un tournant immédiat, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a eu la visite de Claude Gauvreau, qui lui a pu distinguer l'étoile faite l'un par l'un et l'étoile faite par l'autre. Supposons que ce soit un procédé dit automatique, où on pensait que personne n'avait, et il a vraiment bien classé, il a même fait chronologiquement certaines choses. Donc ça a posé d'autres problèmes à ce moment-là. On s'est reséparés et on est parti dans d'autres voies. Et à cette époque-là, ou à la fin de cette époque, qui était presque l'appréhension de vos destins respectifs, il y a eu un manifeste qui a été important. Maintenant, historiquement, on sait qu'il est important. Il a fait du bruit à l'époque, c'est le manifeste du refus global que vous avez signé avec les autres, oui. Qui a été écrit par Bordua, je crois. Le manifeste a été écrit par Bordua. Et ce refus global, évidemment, le titre l'indique, c'était une contestation globale. Le mot est à la mode aujourd'hui et on croit que la contestation date d'hier ou du mois dernier. Mais en 1948, ce refus global était un refus de quoi? Je dis que, en lisant le texte, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça reste dans l'esprit de refuser les conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, sur lesquelles nous avions vécu jusque-là. C'est là que se passe le refus. Et le refus des conditions proposées par la société à l'époque, qui consistait à chacun rentrer chez soi et faire le maximum individuellement dans un monde déjà établi qui consistait à ce que Bordua continue à faire son travail de pédagogue à l'école du meuble sans trop en faire pour ne pas gêner les gens qui entouraient et pas gêner surtout les ateliers parce que l'école du meuble n'était pas nécessairement dirigée pour faire des artistes et peintres. Alors, il s'est avéré que c'était l'école du même particulièrement parce que tout le monde est sorti. C'est un peu gênant pour la société qui était ailleurs. Et aussi parce que chacun devait garder sa place dans la société telle quelle, chose que, d'une façon générale, on refusait. Mais ce refus global, c'était, en d'autres termes, vraiment un cri de liberté que vous lanciez
à la face de toutes les contraintes que la société impose ou croit devoir imposer. Il y avait un côté, un plan un peu historique à l'affaire, c'est que faut parler du surréaliste à cette époque, qui était pour nous une nouvelle due aux publications qui nous étaient venues assez difficilement et assez tardivement par New York, où le surréalisme et la peinture nous sont arrivés, et on a trouvé qu'on avait des affinités avec ça. Or, effectivement, moi étant parti en France, j'ai pris contact avec les surréalistes de l'époque, donc bretons. Et un manifeste français qui s'appelle La cause est entendue était un manifeste publié contre le mouvement, les surréalistes révolutionnaires, qui était un mouvement français en opposition aux surréalistes tout court, c'est-à-dire qui voulait faire pencher le côté surréaliste vers le côté communiste, où les intellectuels du Parti communiste avaient guidé les surréalistes dissidents, pas dissidents, mais voyant qu'eux voulaient faire passer le surréaliste avec le Parti communiste. Et à ce moment-là, ce manifeste qui s'appelle La cause est entendue a été publié, qui avait été composé non pas par Breton, parce que tout le monde pense, mais par un ami à moi qui était Pastoureau, avec lequel il me l'avait proposé parce qu'il voyait aussi mes problèmes avec le Canada et avec tout ça, de lire et de savoir. On a même vraiment discuté la chose. Et finalement, le manifeste est apparu. J'ai envoyé ce manifeste-là où il a été envoyé, oui, j'ai dû l'apporter. Je l'ai apporté au Canada et il était fortement question d'ajouter le nom des membres de notre groupe à ce manifeste. Alors moi, je me suis assez opposé pour la bonne chose que je croyais qu'il valait mieux faire une chose qui soit ici, localement, valable. Qui tire ses origines ici et qui exprime les problèmes d'ici. De rajouter à travers ces noms des surréalistes qui avaient signé en France, c'était en fait la position anti-stalinienne vers une position qui était celle de Breton, puisqu'il était trotskiste. Je voyais mal la raison, parce que faut pas en penser que ce manifeste, La cause est entendue, avait une extension tellement énorme. Les surréalistes n'ont jamais touché un grand public. Ce n'est qu'à la suite. Or, pour ici, ça avait l'air de, à mon sens, pour mes amis, de penser que c'était un engagement vraiment capital. Moi, je pensais qu'il valait mieux un peu faire du recul et d'en faire un ici qui soit séparé. Et c'est Bordeaux qui avec... Elle a rédigé, et avec nous, quand même, ça a duré quelques mois, où je ne m'en souviens plus, avant la publication de la revue. Même quand on le relit à 20 ans de distance, on s'aperçoit que c'était un manifeste assez violent dans ses termes, assez catégorique dans ses rejets. Et ça allait très loin. À l'époque, on a voulu en faire le fait d'un petit groupe de têtes chaudes. Ça a quand même eu des conséquences. Je veux dire, des conséquences immédiates. Bordua, par exemple, a perdu son poste à l'École du Meuble à la suite de ça. Est-ce que ça a eu des conséquences en ce qui vous concerne? Est-ce qu'on peut lier ça et votre départ vers Paris? Ah non, parce que j'étais déjà parti. J'étais allé à Paris. Je suis allé à Paris et quand je suis revenu malheureusement à cette époque-là, sans bien avoir en poche le billet de retour. Comme je n'avais pas d'argent, il a fallu que je trouve moyen de trouver de l'argent avant de retourner. Parce que j'y suis retourné avant, quitte à revenir. J'ai toujours fait l'aller-retour volontiers. Mais j'aime bien l'idée que mon retour est assuré. Oui. Et là, à ce moment-là, non, matériellement, j'étais là. Mais autrement, si j'avais eu d'autres moyens, je serais retourné avant. Donc, c'était pas une raison de mon retour, au contraire. Et vous étiez allé à Paris la première fois en 1946, je crois. Hein? En 1946, oui. Et le refus global date de 1948 et vous êtes retourné. Alors, vous dites que vous n'aviez pas d'argent, mais quand on veut faire de la peinture et qu'on s'installe, que ce soit à Paris ou à Montréal, il se pose des problèmes immédiats. Il faut, par exemple, trouver un atelier. Il faut pouvoir acheter des tubes.
en attendant d'être connu, en attendant de vendre sa peinture. Alors, ces années-là, est-ce que ça vous apparaît rétrospectivement comme des années qui ont été difficiles, matériellement, non, parce je veux que dire? la joie d'être libre compensait. Et compensait parce que probablement les moyens, les difficultés, les besoins étaient moins grands. Vous comprenez? Si je me suis retrouvé à Paris, par exemple, sans pouvoir avoir de voiture, je m'en désintéressais complètement, absolument complètement. Si on habitait dans des conditions difficiles, si on gelait l'hiver et qu'on n'avait pas de chauffage, ben, il y avait autre chose qui compensait. Puis, évidemment, on en avait vu d'autres, pourquoi pas voir celle-là. Hein? Et c'était pas... non. Et Paris, moi, enfin, la France en général, m'a paru plutôt, pour moi, un côté déraisonnable. Je n'ai jamais pensé à... Quand je suis arrivé la première fois avec les chevaux, j'ai vu une Rouen, qui était une ville complètement détruite. Quand je suis rentré là-dedans, je dis, mais c'est très bien par ici, moi je suis pour ça. Et je voyais même pas ce qui était bien, si ce n'est que la vallée de la Seine était superbe, mais je voyais une façon d'approcher ces choses qui me convenaient et qui m'a jamais vraiment... J'ai jamais pensé autrement. Parce qu'il faut penser, je pense, que la majorité des Canadiens français qui vont à Paris s'installent en général assez comme étudiants. Et je crois que pour eux, la première année est toujours dure. Et quand arrive le premier hiver, ils s'aperçoivent qu'il fait plus froid relativement là-bas qu'il fait froid ici, parce que les intérieurs à l'époque... Alors, ils partaient toujours la première année de France assez déçus. Et je crois que c'est une erreur de ne pas qu'ils ne soient pas restés plus longtemps. Pour la bonne raison qu'ils souvent, et ça je veux le dire parce que je suis intéressé pour, je pense, aider un peu ceux qui ont des bourses ou ces choses-là, c'est que donner une bourse pour un an pour aller en Europe à un étudiant en art, avant qu'il ait fait le tour des musées, avec difficulté, parce que souvent la bourse n'est pas suffisante, ça prend bien son année pour aller entre l'Espagne, l'Italie, la France et ailleurs, ce qui l'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez? Il a son problème d'atelier, son problème... Après un an, il doit rentrer. Ça n'a aucun sens. Alors, vous trouvez que c'est illusoire de donner des bourses à des... C'est-à-dire, c'est très bien qu'il y soit allé, c'est très bien qu'il l'ait vu, mais d'espérer qu'à partir de ces gens-là, ceux qui reviennent soient passés à autre chose qu'à une simple vision de ce qui était, il faut leur donner d'autres bourses. Parce qu'un an, qu'est-ce que vous voulez, c'est rien. Dans votre cas, vous, est-ce que vous avez une bourse? Ah non, moi, j'ai jamais eu de bourse. Jamais eu de bourse. Non, on m'a dit quand j'avais des bourses, je l'attends toujours. Ah bon? Aujourd'hui, ça paierait les cigarettes. Mais vous vouliez vivre de votre peinture, et ça a pris combien d'années avant d'atteindre, je ne dis pas encore le succès, mais d'atteindre une notoriété qui vous permette justement de vendre des toiles et d'acheter des tubes pour en faire de nouvelles? Est-ce que c'était long? Est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances on a commencé à parler de vous, par exemple? Oui, mais ça tombe dans des détails. C'est toujours par les détails que c'était intéressant. Je me demande si ça l'est vraiment dans ce cas-ci. C'est que c'est arrivé à des limites où vraiment il n'était plus question de... D'abord parce que, en général, les gens qui connaissaient la peinture et qui l'appréciaient, qui voyaient une possibilité, étaient des gens qui n'avaient pas les moyens de me faire vivre. Alors il s'agissait tout simplement de m'aider en me disant, s'il y a besoin de quelque chose de détail, mais comme vous dites, il faut de la couleur, il en faut beaucoup, surtout la façon dont je peins. Alors ça, il n'était pas question de ça. Jusqu'au moment où certains marchands qui m'avaient regardé d'assez près ne jamais me faire un signe au point de vue matériel. Au moment où ça allait le plus mal, je n'avais ni atelier, parce que je n'avais plus d'atelier, je n'avais pas de galerie, je venais de faire une exposition auquel je n'avais rien vendu. J'ai une amie qui est sculpteur qui me dit, j'ai fait une exposition dans une galerie peu connue, je fais de la sculpture, j'aime bien ta peinture, tu ne mettrais pas de la peinture au mur? Alors je réponds, pourquoi je réexposerais les mêmes toiles que dans la même galerie? Les gens ont vu, personne n'a dit. Bon, je n'ai rien vendu. Le marchand me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais il n'a rien acheté. Alors, il me dit, oh, ça me plaît, je paierai le catalogue, je paierai
j'ai un ami qui fait la préface. Et le jour du vernissage, est arrivé un marchand de tableaux qui me connaissait. Il me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je le regarde, je dis, écoutez, ça fait 7 ou 8 ans que vous me dites ça. Moi, je le sais. Hein. Ah, mais non, je suis très sérieux, j'achète tout. C'est curieux, c'est comme ça. Tant mieux. Hein. Il était suivi d'un de ses amis qui me dit, monsieur, avez-vous besoin d'un atelier? Alors j'ai dit, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il me dit, je pars en Égypte demain, passez au 52 rue du Rantin, la clé est là, et je reviens dans 6 mois. Et je suis resté 3 ans dans l'atelier. C'est magnifique, ça. Alors, évidemment, ça, c'était les premières années. Le succès, comme vous venez de raconter, est arrivé comme une explosion. Mais maintenant, vous êtes établi sur la place de Paris et sur beaucoup d'autres places aussi. Et j'aimerais bien que vous parliez un peu de votre métier. Par exemple, je ne sais pas si c'est exact, mais on m'a dit que vous n'aimez pas qu'on vous regarde peindre. Non seulement, mais je ne pourrais pas peindre. Vous ne pourriez pas peindre si Non. quelqu'un vous regardait? Je ne pense pas que je puisse faire le spectacle. Je pense qu'en fait, j'aime pas me voir peindre moi-même. Et si je constate que je suis dans une condition de me critiquer, que la critique, je la fasse après, pendant l'exécution, je m'arrête, je m'en vais. Si le tableau est considéré pas bon après ou pas fini, en général, je le détruis. Mais tout ça, c'est une question, c'est un peu lié dans le temps. Ça m'empêche pas de temps en temps de reprendre un tableau. Et pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas eu de coupure. Alors, s'il y a un spectateur, forcément, il y a distraction. Et ce côté distraction, je ne pourrais pas le supporter. On dit aussi, vous venez vous-même d'en parler, que sauf exception, vous ne reprenez pas un tableau. Vous le peignez d'une seule traite. Hein? Non, en général, oui, d'un seul geste. Et ça peut, question de métier, là, très terre à terre, ça peut prendre combien de temps ce seul geste? Or, en fait, puisque je vous dis que je ne peux pas me regarder peindre, c'est la question de temps qui somme. Et quand je finis une toile, je ne me souviens pas quand je l'ai commencé. Évidemment, je peux considérer que, en général, ça varie entre... c'est une question d'heure. Mais ça m'est arrivé de peindre un tableau, d'allumer l'éclairage, de l'éteindre le lendemain matin et ne pas avoir pensé qu'il y avait eu un laps de temps. Alors, vous êtes donc, quand vous peignez, dans une sorte d'état second? Oui, mais ça, je sais pas. C'est pas à moi de décider ça. Il y a j'ai un type que je connais assez bien, qui est champion du monde de billard, et que j'allais voir très régulièrement, qui est un phénomène colossal du billard, et qui commence un livre qu'il a écrit, M. Conti, en disant celui qui veut apprendre à jouer au billard et bien jouer doit rêver au billard tout le temps. Je crois que vous rêvez dans le temps, au point de vue du tableau, on doit rester dans cet état de constance avec la peinture, mettons, ou le billard, ou autre chose. Ou tout ce qu'on aime faire. Tout ce qu'on aime. Il faut y rêver. Oui. C'est un peu comme les chasseurs, ils partent à la chasse. En général, ils reviennent et c'est pas dans le temps qu'ils reviennent. Ils reviennent souvent et presque toujours sans gibier, mais ils sont prêts à repartir tout de suite et puis la nuit est tombée, ils s'en aperçoivent même pas. Mais pour revenir à vos tableaux, la façon dont vous décrivez que vous les faites, ça me conduit à vous demander ceci. On a discerné dans votre production différentes périodes, les périodes de Riopelle. Est-ce que ça correspond à quelque chose de réel? Est-ce que ça correspond chez vous à quelque chose de délibéré? Ou si chaque tableau est une aventure qui n'est pas reliée à l'aventure précédente et à celle qui la suit? Moi, j'espère toujours que le tableau que je fais la somme. C'est-à-dire que c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le définitif. Quand je le termine, je m'aperçois qu'il ressemble toujours à celui qui précède. Et définitif, ma foi, ben non, j'en attraque un autre, quoi. Mais à travers ça, vous avez quand même subi une évolution, ne serait-ce que pour l'épaisseur de la pâte. Il y a eu une période où, dans vos huiles en particulier, il y avait
tout l'espace Mais est le problème occupé. de l'épaisseur est un problème très simple pour moi. J'espère toujours que le premier trait que je fais, où je commence par une masse de couleurs, n'importe où, n'importe comment, je ne peux pas dire que je commence en bas, je commence en haut, au milieu, ou n'importe où, n'importe quelle couleur, pour moi, elle devrait être suffisante. Elle est, pour moi, probablement pas tellement suffisante, puisque ça arrive à faire des épaisseurs énormes. Mais j'ai jamais voulu peindre épais. Jamais j'ai fait de l'épaisseur pour de l'épaisseur, pour moi. Mais j'arrive pas à trouver le moment où j'en suis satisfait. Donc, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Quand je peindrai mieux, j'en ferai moins épais. Et ça coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher. De couleur. Pas de prix. Et dans la peinture contemporaine, au point de vue des techniques, hein, il s'est développé des tas de choses, y compris des nouveaux matériaux, comme les peintures acryliques, par exemple. Vous, en ce qui concerne les toiles, vous êtes resté fidèle aux pigments traditionnels, aux huiles. Mais vous savez, finalement, avec mon âge, je suis considéré comme un vieux peintre académique par rapport à la jeune génération. Oui. Si on pense surtout à l'école américaine, les peintres de mon âge sont un peu des vieux. Enfin, il y a un terme américain d'ailleurs. Late, je sais pas, l'âge mûr. Pas has-been. Presque. Alors, les techniques, pour moi, et ma façon de peindre est, à mon sens, assez classique, par exemple. Quoique les moyens vont différer un peu en cours d'éducation. Mais, par exemple, je n'attaquerai jamais une peinture sans avoir toute la gamme qui me convient. J'arrive même à dire, évidemment, j'emploie pas toujours une palette, mais l'idée d'avoir une palette dont la disposition de la couleur soit pas ma disposition me gêne. Parce que dans l'exécution, je n'ai pas de temps à perdre à chercher. Il faut que ça marche tout de suite. Alors évidemment, si vous pensez à ce problème des matériaux, si j'emploie des matériaux nouveaux, il faut les expérimenter. Alors je veux bien les employer, les matériaux nouveaux, pour les expérimenter si j'en ai pas d'autres. Et si j'en ai d'autres, je préfère prendre les autres. Vous êtes, au moins dans ce domaine-là, attaché au passé. Bien oui, puis je sais pas, ma façon de voir, de concevoir un tableau et de le juger, à mon sens, reprend la façon de voir et de considérer de tous les tableaux qui ont été faits dans l'esprit de la peinture à l'huile. Et pas de l'encadrement, mais du châssis et tout ça. L'idée de peindre sur une toile me plaît plus que l'idée d'expérimenter un matériel plus dur ou plus mou. Je vois pas pour moi l'intérêt. Mais parlant de matériel plus dur, vous avez quand même essayé autre chose que la peinture, ne serait-ce que la lithographie. Vous en faites de plus en plus depuis quelques années. Et la sculpture aussi. Oui, alors en litho et en gravure, ça contredirait un peu ce que j'ai dit, l'idée de la directe et tout ça. Mais ça me gêne pas, finalement. Ça me gêne pas du tout. Et la sculpture? Est-ce qu'on vous considère comme un peintre qui fait de la sculpture? Est-ce que vous considérez comme un peintre qui fait de la sculpture? Non, pas aussi? moi. Non. Je pense que il y a une catégorie de gens qui sont mes amis qui pensent que ma sculpture est plus importante que ma peinture. Moi, je pense pas. Il y a une autre catégorie de gens qui disent, Riopelle, c'est un peintre qui fait de la sculpture. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. Ma façon de faire de la sculpture, pour le moment, est une question d'aller à la découverte ou à la création des formes. Or, mes formes que je les fais à la cire perdue ou à la terre, donc il y a un contact direct. Et c'est ça qui m'intéresse, et je crois que l'un ne va pas sans l'autre entre la peinture. Je crois que ma sculpture influence ma peinture et la peinture influence ma sculpture. Ça, c'est mon idée. Elle peut être complètement fausse, peut-être que je me trompe, mais... Il reste que, jusqu'à présent, vous êtes surtout connu comme peintre. Je disais tout à l'heure que vous étiez ce qu'on appelle un peintre international, ce qui veut dire que un tableau signé Riopelle, ça se vend cher maintenant. Oui, mais... Il faut bien en parler, c'est pas honteux. Ça se vend combien, un Riopelle? Vous ne le savez pas? Aucune idée. Pourquoi? Comment se fait-il que vous ne sachiez pas le prix de vos propres tableaux? Parce que mon idée est très simple, et ça fait un peu un côté historique pour moi de l'idée du marché du tableau.
il y avait deux façons de procéder. C'est celui de mettre des tableaux en dépôt dans des galeries et d'en tirer un pourcentage à la vente. Ce qui se fait couramment à Montréal. Ce qui se fait couramment à New York et à Montréal. Ce qui était une conception très différente dans certaines galeries européennes, qui consistait à ce qu'un marchand prenne ses poulains, lui achète à bon marché toute sa production, ou assez pour le faire vivre, et c'était comme ça. Or, le prix de vente du peintre au marchand ne peut être considéré bien inférieur, puisqu'il prend pratiquement tout. Il prend des risques, par exemple, sur 5 peintres, dont, en principe, on considère dans le marché, et là c'est une question très terre à terre, un marchand qui a beaucoup de flair et va réussir à imposer, non pas parce que les peintres sont pas bons, un peintre sur 5. Si c'est des peintres qui n'ont jamais été connus. Or, en général, les marchands sont pas intéressés du tout à ce genre de peinture, ils attendent que le type soit un peu connu. Mais vraiment, s'ils prennent des types qu'ils aiment, et en général, 1 sur 5, si le marchand a du flair et a une bonne réputation. Alors, ce qui fait que le prix de mes tableaux a toujours été basé, parce que moi, je n'ai jamais vendu au pourcentage. Je n'ai jamais mis de dépôt sur mes tableaux, et j'ai trouvé des gens qui m'ont acheté ou partagé de galeries toute ma production. Or, s'ils me donnent de l'argent pour les faire, c'est mon point de vue intéressant. Le prix qu'ils le vendent, ça me regarde absolument pas. Pour votre information, je dirais qu'un riopelle de dimension respectable, ça se vendait autour de 2000 $ il y a 10 ans, puis je crois que maintenant que ça se vend autour de 5000 $. J'espère qu'il est bon, le tableau. Et ça correspond quand même à ce qu'on appelle une réussite. Ne serait-ce que sur le plan matériel. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la peinture canadienne, en tout cas, qu'un peintre canadien arrive à Paris, débarque là inconnu et devient en quelques années un peintre de renommée internationale. Oui, mais peut-être que d'autres Canadiens n'ont pas eu l'occasion de le faire aussi. Oui, d'accord, mais puisque vous avez eu l'occasion de le faire, vous en profitez. Oui, bien sûr. Vous êtes un peintre très coté, donc en principe... Mais je ne crois pas, et c'est dommage peut-être, que l'étiquette canadienne est jouée à ce moment. Pas du tout. On a parlé souvent de grands espaces, mais sans lier particulièrement à des conditions canadiennes. Et comme moi, mes fréquentations en France n'ont jamais été basées sur l'idée je suis un Canadien qui est en France, ou comme particulièrement un touriste, j'ai toujours fréquenté des gens qui m'ont dit c'est peut-être un Auvergnat quand j'étais dans le Nord, ou un type de Normandie quand j'étais à Châteauroux, ou n'importe quoi. Parce que d'abord, la France est très vivant village, et en général, dans ces virages, ces petits secteurs, on considère toujours que l'autre département, c'est plus la France. Alors moi, j'étais dans l'autre département. Et à quoi vous amusez-vous quand vous ne peignez pas? Je sais que vous avez une passion pour les voitures en particulier. J'aimais beaucoup la voiture, je faisais de la course automobile. Vous avez fait la course automobile? Oui. Et il y avait là aussi, en fait, c'est encore des détails. Si l'heure est courte, on peut les passer. Mais autrement, c'est très amusant pour ceux qui s'intéressent à l'automobile. Au début, quand je faisais la course automobile, on pouvait courir finançant sa propre voiture. Et comme il n'y avait pas beaucoup de grandes courses et pas beaucoup de voitures ni d'écuries organisées, il s'agissait par tous les moyens possibles de mettre une assez bonne mécanique sur un assez bon châssis et d'essayer au maximum de faire quelque chose. Or, il s'avère que maintenant, étant donné le financement que font les grandes usines, Ferrari et Ford ou Porsche, jamais un individu peut, à moins d'être multimillionnaire, mettre une voiture aussi au point que les autres peuvent le faire. Donc, à partir de là, le plaisir de la course automobile et d'en faire une profession, même annexe, mais vraiment, est presque supprimé pour les gens qui sont moyens, à moins d'être vraiment un des très grands conducteurs qui, malgré tout, comme dans tout, ça passe. Hein? Si un type est un parfait mécano, il est jeune, passionné, s'il est parmi les 50 meilleurs coureurs d'automobile au monde, il peut toujours tenter sa chance en Formule 1. Oui, d'accord. Mais c'est qu'il y a de la place pour 15 ou 17. Mais, la voiture que vous avez et qu'on a aperçue à l'écran il y a quelques instants, c'est une
c'est une voiture d'époque Louis XV, presque. Hein? Qu'est-ce que Non, c'est quand comme même voiture? après. C'est-à-dire que ma passion de l'automobile consistait aussi beaucoup à ma passion de la mécanique. Alors, j'ai pris connaissance avec l'automobile, finalement, en voyant ces mécaniques perfectionnées. Et or, cette voiture qui est une Bugatti est, au point de vue mécanique, une des choses les plus superbes qui a été construite. Bugatti de quelle année? Cette voiture est de 1934. Mais cette mécanique de perfection, moi, j'y tiens, je la garde et j'adore ça. Je la conduis quand j'ai l'occasion, que les roues ne sont pas trop encombrées et que les accessoires d'automobile veulent bien répondre. C'est exact que l'huile de moteur, c'est de l'huile de ricin, ce qu'on appelle ici de l'huile de castor. Oui, parce que là encore, c'est une question très technique. Et en automobile, jusqu'à présent, les huiles étaient assez défectueuses. D'ailleurs, on en prend encore l'huile de ricin avec des bidons sur lesquels il y a des étiquettes de marque d'automobile. Ah bon? Mais c'est vraiment de l'huile de ricin parce que c'est une huile qui, à haute température, ne perd pas sa viscosité. Ce qui nous permet de chauffer le moteur sans que couler les bielles, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a de l'huile de ricin dans cette voiture qui aurait tendance, dans certaines circonstances, à chauffer. Même si elle ne chauffe pas, on ne peut pas prendre le risque. Parce que pour remplacer un moteur, c'est pratiquement impossible. Et est-ce que c'est la même passion de la mécanique qui vous fait aimer le bateau à voile, par exemple? Elle découle parce que le jour où j'ai décidé de ne plus courir en automobile pour des raisons aussi autres que le mécanique et d'autres raisons particulières, j'ai décidé que on m'avait dit que avoir une Bugatti, ça coûtait aussi cher que d'entretenir une danseuse de l'opéra. Alors, une Bugatti, ça peut être plus fidèle si les pièces de rechange existent. Plus fidèle qu'une danseuse d'opéra. or, quand j'ai vu que j'avais plus possibilité de courir, j'ai dit, bien, on va aller à encore plus fou. Et ça, j'ai été traité complètement fou. C'est d'acheter un voilier. Je peux assurer, ça, il faut être fou pour regarder. Il ne faut pas aimer les danseuses d'opéra. Ben, en fait, ça fait partie de vos vacances, ça, le voilier. Ah oui, ça fait surtout partie des préoccupations. Parce qu'il faut l'entretenir. Il y a toujours un problème de marin, de voile, de tout. Enfin, parce qu'un bateau, c'est une maison en soi. Mais une maison qui ne permet pas le défaut. Et si un tiroir ne peut pas être bloqué, à la gîte, on l'a sur la tête. Et si on l'a de n'importe quel détail, aussi bien mécanique, si ces dangers deviennent danger absolu. Parce que dans une tempête, on ne peut pas se permettre l'erreur. Mais dans ce tableau, est-ce qu'on peut se permettre l'erreur? Ah, mais c'est aux autres de décider. Alors qu'en bateau, c'est notre peau qui compte. Mais en peinture, quand les autres décident contre vous, ça peut être aussi votre peau, d'une certaine manière. Oui, mais on peut toujours recommencer. Alors qu'en mer... Les gens qui regardent vos tableaux et qui les aiment sont évidemment les plus nombreux. Il y a quand même une catégorie de gens, je ne veux pas ouvrir ici un vieux débat qui devient éculé à force d'être banal. Il y a des gens qui regardent ce que vous faites et qui disent, mais qu'est-ce que ça représente? Et vous avez déjà dit une chose que, d'ailleurs, vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est presque un slogan chez vous. Vous affirmez que la nature est votre seule référence. Oui, mais les autres sont pas obligés de l'avoir dedans. Pour moi, oui. Mais, moi dans son organisation, la nature est ma référence. Mais pas les autres peuvent voir tout ce qu'ils veulent. En général, je pense que les choses organisées sont des choses de la nature. C'est dans ce sens-là que je parle de la nature. Mais il existe chez vous un amour profond de la nature, de ce qui vit, et même de ce qui ne vit pas, sauf au niveau nucléaire, c'est-à-dire des roches. Oui, mon problème est un peu... Ma réponse à ça, si on peut dire, dirais... Moi, des paysages lunaires, j'en ai pas encore vu. Donc, à partir de là... Alors, la nature, pour moi, c'est les médias de la saison, du détail, et ça m'intéresse, qui me permet de jamais m'ennuyer quand je suis en pleine nature. J'aime bien chasser, j'aime bien la pêche et tout, mais je pense que c'est une grande influence en retour sur ce que je fais. Oui, mais pas une influence immédiate de cause à effet. C'est par une transposition, par une réorganisation mentale des éléments. C'est-à-dire, je crois que c'est une influence assez immédiate parce que je m'aperçois que les peintures qui suivent dans cet état, si j'ai été faire un voyage en Corse aussi,
Je vous le dirai peut-être que non. Quand je retournerai là-bas pour peindre, le voyage en avion à partir du bas du fleuve jusqu'ici, à une altitude de plus en plus descendante, et ces forêts rouges, mais je ne sais pas si ça passera, mais à mon sens, il devrait y avoir quelque chose. Non pas de rouge, mais une organisation de ça. Je vous le dirai plus tard. Hein. Plus tard, je crains qu'on n'ait pas le temps de l'aborder de toute façon parce qu'il reste environ 1 minute. Non, mais je vous dirai plus tard, l'année prochaine. Quand vous reviendrez, et comme il vous reste 1 minute à vivre cette émission, si vous restait 1 année à vivre, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierai de la prolonger. Mais si vous aviez à peindre durant cette année-là, est-ce que vous continueriez de la même façon? En d'autres mots, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait jusqu'ici? Mais je ne croirais pas qu'il y reste qu'1 an. Ah, vous ne croyez pas? Oh, non. Trop optimiste pour ça. Alors, je pose ma question différemment. Est-ce que vous avez un rêve, une ambition dans la vie qui n'a pas encore été assouvie? Oh, quel problème que vous me posez. Tout est à refaire, non? Tout est à recommencer, bien sûr. Mais c'est peut-être ça, le secret de Riopelle, c'est ce désir constant de renouvellement. Merci. Ça s'arrête.